Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 entreprises sur PEA que selon moi il ne faut pas acheter parce qu'elles ont des gros problèmes dans leurs fondamentaux. On va parler de Total Energy, de Stellantis, de Airbus et enfin de Veolia. L'idée c'est de voir pour chacune de ces entreprises un des problèmes qu'il faut éviter quand on investit sur une entreprise. Pour commencer, je vous ai mis donc ici le graphique de ces 4 entreprises, donc Total en rouge, Veolia en vert, Airbus en orange et Stellantis en violet contre la performance du Nasdaq depuis 2019. Et on voit que ces 4 entreprises sous-performent le Nasdaq, à part Stellantis qui a connu une bulle en début 2024 et qui depuis s'est cassé la gueule. Mais de manière générale, c'est des entreprises qui vont sous-performer. Et en plus, vous vous dites peut-être que c'est des entreprises qui vont être plus solides. Et ben, quand on regarde au moment du Covid, ce sont des entreprises qui ont quand même perdu beaucoup. Et donc, vous n'êtes pas forcément plus protégé que ça. En réalité, vous avez juste une performance qui sera moins bonne et avec une volatilité qui restera importante. Donc, on commence tout de suite avec l'entreprise Total Energy, où là, je vais faire ça assez vite parce que Total Energy, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais en gros, le gros problème, et on le voit ici, en fait, c'est la cyclicité du revenu. Je vais mettre sur le chiffre d'affaires. On voit qu'en fait, on a un chiffre d'affaires qui est totalement cyclique. On n'arrive pas à dresser une dynamique, ou alors la dynamique, c'est qu'il n'y a pas de dynamique. Et finalement, en fait, c'est très peu prévisible. Si vous êtes un petit génie, vous vous dites peut-être que vous allez prévoir les cycles et savoir quand est-ce qu'on est au creux du cycle. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Et de manière générale, vous allez souvent avoir des performances qui seront beaucoup moins bonnes sur des chiffres d'affaires comme ça qui seront totalement cycliques parce que vous avez une prévisibilité qui sera mauvaise et en fait ce chiffre d'affaires cyclique ça se traduit directement dans l'operating income et le free cash flow. On le voit ici pour le free cash flow, on a connu un pic en 2022 mais depuis ça s'est beaucoup cassé la gueule et globalement ça fait que ça depuis que Total Energy existe. Deuxième entreprise dont on va parler, c'est Stellantis. Et alors là, pour Stellantis, alors on va retrouver des problèmes qu'on a vu sur Total Energy comme un chiffre d'affaires qui est assez peu prévisible. On voit qu'il y a des variations assez bizarres et on sent qu'il y a une certaine cyclicité qui se traduit évidemment dans l'operating income et le free cash flow. On a aussi des marges qui sont très mauvaises, puisque marge brute de en moyenne 15%, c'est très faible, et des marges free cash flow qui dépassent jamais les 10%. Donc on est vraiment sur une rentabilité qui est écrasée au sol, et ça se voit aussi dans le ROCE. Mais ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est la dépendance de Stellantis au CAPEX. Stellantis, c'est une entreprise qui a énormément besoin d'investir et qui mécaniquement, on voit que les capex ici, ils représentent une part très très importante du free cash flow, si bien qu'en fait le free cash flow est négatif. Et ça, c'est ce qui se passe dans des entreprises qui sont peu rentables comme Stellantis, c'est que quand vous avez une baisse de rentabilité qu'on connaît par exemple depuis 2023, et bien Stellantis se retrouve à perdre de l'argent parce qu'il faut qu'elle continue à investir pour concurrencer, pour suivre un petit peu la cadence de ses concurrents. Donc là, on est une entreprise qui est pour moi pas rentable sur le long terme parce que finalement elle n'arrive pas à survivre quand elle a des crises, et c'est des entreprises d'automobile par exemple qui sont assez cycliques aussi, donc qui vont avoir beaucoup de crises et qui vont se retrouver finalement souvent en négatif. Et en plus de ça, Stellantis, il y a un autre problème, c'est le management. Le management de Stellantis, avant c'était Carlos Tavares qui est parti, qui avait un salaire complètement dément. Donc là, on est typiquement dans le genre d'entreprise où les PDG vont sauter d'une entreprise à l'autre, on ne sait pas trop pourquoi. Récemment, le PDG de Renault est parti chez Kering. C'est vraiment du capitalisme à la française, c'est des PDG qui ne sont pas du tout impliqués, ils restent maximum 5 ans dans la boîte, ils font leur petit coup d'éclat, ils partent avec un gros chèque. Honnêtement, c'est pas du tout les managements qu'on veut voir, et en plus, ils ne sont pas forcément compétents dans le domaine de l'industrie qu'ils gèrent. Donc pour moi, management peu qualitatif plus rentabilité du business model qui est mauvaise, là vous avez un cocktail vraiment parfait pour avoir une performance qui sera catastrophique. Et si certains se disent peut-être que Stellantis, c'est une entreprise qui aujourd'hui vaut très 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 peu de choses en fait, le cours de bourse a tellement chuté que l'entreprise vaut quasiment rien, et effectivement on est à 0,2 fois le chiffre d'affaires, on pourrait dire c'est ridicule, ça vaut largement le coup d'acheter, sauf que en réalité ça reste une entreprise qui est pas très bonne, et donc soit vous faites un value play, donc vous l'achetez et vous comptez la revendre dans peu de temps,
quand ça remontera, mais dans ce cas-là, c'est pas le même type d'investissement, et même en faisant ça, honnêtement, vous n'êtes pas sûr d'avoir une performance si importante que ça, parce qu'une entreprise qui est autant à terre que Stellantis aujourd'hui, quand on voit les chiffres, hein, ça peut mettre beaucoup de temps à remonter, et le marché peut mettre encore plus de temps à s'en rendre compte. Donc, vous pouvez faire le bon choix, mais pas forcément dans le bon timing, et c'est ça qui est compliqué dans le value investing. C'est pour ça que j'en fais pas, je fais plutôt du quality and growth investing, hein, c'est-à-dire les entreprises de qualité avec de la croissance et si possible qui sont pas chères, mais je vais pas aller sauter sur une entreprise comme ça qui vaut rien juste parce qu'elle vaut rien. Pour moi, c'est pas une bonne stratégie. Ok, troisième entreprise, on va parler d'Airbus. Alors Airbus, géant mondial hein, de l'aéronautique avec Boeing, ils sont en duopole sur le truc, et là on va retrouver des problèmes assez similaires. On a une croissance qui cette fois n'est pas énormément cyclique, quoique il y a quand même quelques vagues, mais en fait on n'a pas de croissance, c'est surtout ça le problème. La croissance, elle est totalement inexistante, et ça se retransmet aussi évidemment dans les bénéfices qui ne croient quasiment pas. Et là, on va tomber sur un problème qu'on va voir dans beaucoup d'industries très lourdes comme comme Airbus, pardon. C'est que déjà, c'est des entreprises qui ont beaucoup de capex, de la même manière que Stellantis, mais surtout qui ont énormément de coûts variable. Alors ça, c'est une notion plus complexe en investissement, c'est déterminer si on a une entreprise qui a plus de coûts variables ou plus de coûts fixes. Ça se voit notamment par la marge brute. Si vous avez une marge brute écrasée, donc en dessous de 20% en gros, eh bien c'est que vous avez beaucoup de coûts variables et par conséquent que votre entreprise, elle va avoir du mal à croître. Pourquoi ? Parce que quand vous aurez une hausse du chiffre d'affaires, si tant est qu'il puisse y en avoir une, hein, puisqu'on l'a vu pour Airbus c'est compliqué, eh bien vos bénéfices vont avoir du mal à suivre, puisque les coûts variables vont être tellement importants qu'ils vont gréver la performance de vos bénéfices. Alors qu'une entreprise qui a beaucoup de coûts fixes, eh bien, elle va pouvoir croître beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. En gros, la scalabilité, c'est le fait qu'un business model croît de plus en plus vite. Plus il croît, plus les bénéfices vont augmenter rapidement. Et on veut des business scalables parce que c'est ce qui permet d'avoir des potentiels de rendement qui sont beaucoup plus élevés. Et dans le cas de Airbus, eh bien, on est quasiment que sur des coûts variables. 90%, c'est le coût des matières premières qu'il faut pour construire les avions. Et ça, c'est pas des coûts fixes, c'est des coûts variables. Et dernière entreprise dont je voulais parler de Veolia. Alors, pour être honnête, comme a priori, j'avais sur Veolia que c'était une entreprise un peu pourrie. Bon, il se trouve qu'en analysant un peu, c'est pas si pourri que ça. On n'est pas sur une top entreprise, certes, mais on n'est pas sur une entreprise catastrophique non plus. Maintenant, il y a quand même des défauts que je trouve importants et qu'il faut prendre en compte quand on investit sur une entreprise comme Veolia. Déjà, c'est une entreprise de utilities, c'est-à-dire qu'elle va fournir des services notamment d'eau et de gestion des déchets, et ça, c'est des services qui sont beaucoup liés à l'État, et forcément, vous aurez une dépendance du coup à la politique étatique, et ça, vous pouvez difficilement le prévoir. Donc ça, c'est un premier problème que j'identifie. Deuxième problème, c'est pas une entreprise incroyable non plus, hein. La croissance du chiffre d'affaires, on voit qu'il y a eu un petit pic en 2021, mais globalement, depuis, ça se calme, donc on sent qu'on n'est pas sur une croissance folle. La rentabilité, elle est correcte. Non, elle n'est pas bonne du tout, je me contredis. Non, voilà, et on est sur des marges qui sont assez faibles, un retour sur investissement qui est assez faible, et une marge brute qui est très faible. Donc là, on va être dans le même cas que Airbus, avec que des coûts variables. On n'est pas sur un business extensible, on n'est pas sur un business scalable, et par conséquent, vous aurez du mal à avoir une forte croissance. Ça, pour le coup, Veolia, c'est une entreprise qui va être certes plus stable que celle que je vous ai montrée avant. Donc là, vous aurez vraiment l'arbitrage, on va dire, peu de risques, mais peu de rendement. Alors que sur les entreprises d'avant, vous aurez surtout peu de rendement et vous aurez des risques. Donc Veolia, si vous voulez un portefeuille qui fait du 5% par an tranquillou, ça peut le faire. Maintenant, c'est pas une entreprise sur laquelle vous allez pouvoir compter pour battre le marché. Quand vous voyez que vous avez des marges en dessous de 10%, là c'est pas possible, et le pire, le ROCE en dessous de 10%, là c'est vraiment catastrophique. De manière générale, quand vous avez un ROCE en dessous de 10%, vous pouvez être sûr et certain que vous n'aurez jamais une performance de 10%, parce que le ROCE, c'est ce que j'aime bien appeler le potentiel maximum de performance de l'action. C'est-à-dire que si vous avez un ROCE de 25% sur une boîte, vous avez un potentiel maximum de 25%, ce qui ne veut pas dire que la boîte va faire 25% par an, mais c'est le potentiel maximum. Et une boîte fait quasiment jamais plus que son ROCE, parce que c'est en fait un petit peu mathématique. Le ROCE, ça montre la rentabilité et la création de valeur de la boîte. Et la création de valeur de la boîte, c'est techniquement ce que doit représenter le cours de l'action d'une boîte. Donc si vous avez un ROCE qui est très très faible, ça veut dire que votre boîte, elle ne crée pas suffisamment de valeur pour avoir une action qui va augmenter dans le temps.
Voilà, donc on a vu ces 4 entreprises. Si on fait un résumé, qu'est-ce qu'on a sur ces 4 entreprises? On a des entreprises qui ont très peu de croissance, des croissances cycliques pour certaines. On a surtout des entreprises qui ont des rentabilités très faibles, avec des marges écrasées au sol et des rentabilités sur capitaux investis qui sont vraiment très faibles également. Et aussi, on a des business qui sont très peu scalables, avec tout simplement beaucoup trop de coûts variables et peu de coûts fixes, qui ne permettent pas d'avoir une bonne scalabilité des bénéfices dans le temps. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, si on combine ces 4 entreprises, ça représente 18% du CAC 40. Et si on rajoute plein d'autres entreprises dont je n'ai pas parlé, qui sont aussi très mauvaises, on peut monter facilement à un tiers, 40% du CAC 40, qui en fait présente ces caractéristiques-là, c'est-à-dire des fondamentaux très moyens avec des risques qui sont quand même présents. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour montrer qu'en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas ces actions en portefeuille que vous n'êtes pas exposé lorsque vous avez par exemple un ETF CAC 40 ou même un ETF MSCI World qui va les comprendre. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.